Je suis née au bord du Rhin en Allemagne. Et c'est pas loin de la Forêt Noire. C'est un beau coin, un très beau coin. Mais avant d'arriver au Québec, ben c'est ça, j'ai passé une année à Paris comme bonne, comme jeune fille repère, comme fille à tout faire. Et après, j'ai passé pas tout à fait une année en Grèce, à Thessaloniki. Et finalement, je voulais apprendre l'anglais. Alors, j'ai décidé d'aller voir ma tante. Et ma tante est restée au Québec. Mais moi, je ne savais pas qu'est-ce qu'on parle. Je pensais qu'on parlait l'anglais ici. J'arrivais à Dorval, puis le monsieur disait « Bienvenue au Canada ». Mais je me dis « Qu'est-ce qu'il dit? Il se trompe de langue. Qu'est-ce qu'il veut ?» Mais je me sentais toujours tout de suite à l'aise parce que je parlais français. Et j'ai tout de suite aimé ça. Puis à l'époque, c'était en 68, c'était facile de trouver une job. 2 semaines plus tard, je travaillais comme secrétaire. 2 semaines plus tard. Lorsque vous étiez en Allemagne, est-ce que vous aviez commencé à travailler comme céramiste? Non, pas du tout. Moi, j'ai beaucoup aimé faire de la couture. J'ai toujours aimé travailler avec mes mains. Mais je n'ai pas connu un seul potier, un seul céramiste. C'est vraiment ici. J'ai vu une annonce. C'est pas le Journal de Montréal, c'était Montréal Matin. Montréal Matin. Cours de poterie. Puis j'ai dit, ok, ça je veux le faire. J'ai pris le cours, puis c'est ça. J'ai tout de suite aimé ça, puis j'ai dit à mon professeur, qu'est-ce que je peux faire pour être potier? Puis elle m'a dit, mais c'est facile, si tu peux te contenter avec une petite vie à la campagne, c'est facile. Alors moi, je n'ai jamais demandé si c'est payant ou non. Et j'ai continué mes cours pendant des années. Et à un moment donné, j'ai dit, ça y est, je vais arrêter ma carrière de secrétaire, puis je vais devenir potier. Et quel était votre professeur à cette époque-là? Savez-vous, je ne me rappelle pas, c'était une femme. Je me demande si elle ne s'appelait pas Lavigne. C'était au cégep du Vieux-Montréal, ça existait à l'époque, ouais. Dans la rue Saint-Denis. Oui. Vous m'avez dit tantôt que Pierre Legault avait été un de vos professeurs également? Mais après ça, je me suis informée. Je voulais tourner. Et c'est comme ça que j'ai trouvé Pierre, qui est à Pierrefonds. Puis là, j'ai voyagé en autobus. Je suis restée quelque part en ville, dans un petit appartement. Puis j'ai pris l'autobus. Le soir, après le travail, je vais aller chez Pierre, prendre des cours. Et Pierre a toujours dit, un jour, il va déménager à la campagne. Puis je pense qu'en 1975, il a acheté une ferme là, à Charlevoix, à Port-au-Percy. Et il a commencé à donner des cours. Alors, mais en 1976, mais 2 semaines de vacances, j'avais 2 semaines de vacances, je suis allée prendre son premier cours à Port-au-Percy. Actuellement, vous demeurez ici à Oka. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes établi dans cette région? Mais je restais, quand j'ai décidé de devenir potier, avec mon conjoint, on a acheté une toute petite maison à Saint-Eustache qu'on a agrandie. Et plus tard, cette maison a été vendue et moi j'ai acheté ça ici, c'était en 68. J'ai acheté ça parce que c'est commercial. Puis en plus, vous allez voir, si vous faites un tour en arrière, j'ai quand même un grand terrain qui fait assez campagne. Donc, et puis c'était pas cher. À l'époque, c'était pas cher. Depuis cette période, vous faites de la céramique et je crois également que vous donnez des cours de céramique. Mais ça, c'est nouveau. Le temps jusqu'en 2000, je
jusqu'à, je sais plus, jusqu'il y a au moins 15 ans. Je faisais seulement la production. C'était l'époque où le Rouet avait une vingtaine de boutiques dans la province. Puis au total, je vendais à une quarantaine de boutiques entre... Mais j'avais un client à Düsseldorf en Allemagne, à Lac-Palacete, ailleurs aux États-Unis, en Ontario, au Québec. C'était un peu fou là comme train de vie. Puis après ça, j'ai eu une demande. Les gens me demandaient, est-ce que tu donnes des cours, tu donnes des cours? Puis j'ai dit, mais je vais l'essayer, je ne suis pas professeur. Et finalement, maintenant que j'ai moins d'énergie pour produire, et surtout, il n'y a plus toutes ces boutiques-là qui ont acheté, parce qu'ils ne prenaient pas ça en consignation, ils nous ont donné des commandes. Puis, tu sais, un livret, on était payé. Ça n'existe plus, c'était une autre époque. Alors, j'ai gardé quelques boutiques et j'adore ça, donner des cours. Au point de vue signature de pièces, on voit des pièces qui sont signées Elga Madère, puis on voit également des pièces qui sont signées Elga Montréal, avec des styles complètement différents. Elle est bien jolie, mais c'est pas moi qui l'ai faite. C'est ça. C'est signé Helga avec une étampe. Puis moi, je signe à la main. Mais je la trouve bien belle. J'en ai fait beaucoup de ça. Puis je l'aime toujours. Je trouve que c'est joli, ça va avec beaucoup de choses. Puis c'est utilitaire. Des tâches, j'en ai fait des milliers, là. Après ça, je me suis tournée un peu vers autre chose, surtout pour mes élèves, parce qu'ils veulent avoir des glaçures différentes. J'ai travaillé un peu dans cette couleur-là, un peu dans le brun. Mais là, j'ai commencé à graver. Ça, c'est pas gravé, c'est juste arrosé de couleur. Et finalement, depuis très longtemps maintenant, je fais vraiment ça. C'est étonnant, mais ce qui arrive avec cette production-là, souvent, les acheteurs sont des hommes. C'est vrai? C'est vrai? Parce que peut-être c'est moins féminine que quelque chose avec des petites fleurs. Je sais pas. Mais j'étais longtemps aussi, une vingtaine d'années à Val-David, avec Mille et Impôts, jusqu'il y a 2 ans. Maintenant, ils sont à Port-au-Percy, en Charlevoix. Donc, il y a certaines de vos pièces qui sont vendues à Port-au-Percy. Oui, justement, en Charlevoix, Port-au-Percy. Supposons, je tourne ça, ce que je fais pas. Et je pédale, et je me repose. À l'époque où j'ai commencé, tout le monde travaillait avec des tours à pied. Puis on a un beau contrôle, tu sais, on peut aller doucement, on peut aller plus vite. Tu sais, là, quand je vais vite, ça tourne longtemps, cette chose-là. C'est différent d'un tour électrique. Oh, c'est génial, ce tour-là. Il n'y en a pas beaucoup, je pense. C'était un monsieur je pense que c'était un Hollandais près de Hudson. À l'époque, ça s'appelait Como, parce que sa compagnie s'appelait Como Craft, qui a fait ça. C'est pas... Ben, c'est des fours. Ça, c'est des travaux de mes élèves.
Ce sont les dernières pièces de votre production, Ouais. un peu différentes. Mais ça change tout le temps. C'est pas intéressant de reproduire toujours la même chose. Un projet qui disait, imaginez-vous, il y avait une soucoupe volante qui atterrit, qui repartit et qui a laissé un objet. Ils ont oublié un objet. Faites l'objet. Là, j'ai commencé à faire ces choses-là. Alors ça, c'était mes petites extraterrestres. Ça, c'était du raku. À un moment donné, je fais du raku. Alors, c'est ça. C'est mon petit extraterrestre. Ça, c'est une sculpture un peu inachevée. Et c'est ça. C'est une autre technique qui est l'enfumage. Et tout le reste, c'est la cuisson dans le four électrique. Donc, on peut retrouver vos pièces aux États-Unis, puis même en Allemagne? Mais je pense que nos pièces, tous les potiers, vous pouvez les retrouver très très loin parce que les touristes qui viennent ici, qui veulent acheter quelque chose qui est fait sur place, ils vont s'amener chez eux. J'avais un ami qui est allé au Brésil, puis il est allé dans une maison, puis il y avait une de mes pièces. C'est comme nous, quand on voyage en France, puis on veut acheter quelque chose, un souvenir, on ne va pas acheter quelque chose qui est fait en Chine, on va acheter quelque chose qui est fait en France, ils vont l'amener chez nous. Merci beaucoup, Madame Badair. Ça a été très agréable de vous rencontrer. Plaisir. Merci beaucoup.